Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de Lossless Scaling, un petit programme qui permet d'upscaler tout type de contenu, mais aussi depuis quelques temps de faire du frame generation x2 et maintenant x3 depuis quelques jours. Allons voir ce que ça donne juste après la petite sponsor, c'est parti. Vous avez acheté ou monté un nouveau PC, vous avez besoin d'une clé Windows ou de la dernière version d'Office, alors n'hésitez pas à profiter des offres de chez Godil24. Avec par exemple 50% de réduction sur les clés Windows avec le code de la chaîne VCG50, et si vous cherchez la dernière version d'Office ou un bundle Windows plus Office, vous pouvez avoir 62% de réduction grâce au code VCG62. Et sur le site, vous trouverez en bas de la page de l'offre les instructions pour passer commande avec toutes les étapes et comment utiliser leur moyen de paiement par PayPal. Et une fois le paiement validé, en quelques minutes, vous recevrez là où les clés que vous avez commandées par email, ainsi que les instructions pour les utiliser, donc pensez bien à vérifier dans votre répertoire spam, au cas où le mail s'y trouverait. Et si vous rencontrez un problème quelconque, n'hésitez pas à contacter l'assistance 24 h sur 24, 7 jours sur 7, qui vous accompagnera en cas de problème. Tous les liens seront dans la description de la vidéo et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé car ça permet d'aider la chaîne tout en ayant pour vous quelque chose en retour. Et également merci bien sûr à Godil24 pour sponsoriser cette vidéo. Alors Lossless Scaling, j'en avais déjà parlé sur la chaîne il y a quelques années maintenant, puisque celui-ci permettait à l'époque de rajouter du FSR dans tous les jeux, avant qu'AMD n'implémente cette fonctionnalité dans ses drivers avec le RSR, ou Nvidia avec son NIS. Donc Lossless Scaling permettait de faire de l'upscaling, que ce soit dans les jeux ou sur les vidéos par exemple sur votre PC, avec différents types de filtrage aussi, et depuis quelques temps les développeurs ont aussi rajouté la possibilité de faire du frame generation. Et l'intérêt ici du coup, c'est de pouvoir rajouter du frame gen dans tous les jeux qui n'ont pas le support officiel de celui-ci, quelle que soit sa carte graphique. Ça fonctionne également avec tout type d'upscaler, puisque le FrameGen est rajouté en post-process, ce qui permet de coupler le DLSS, le XeSS ou le FSR avec ce Frame Generation. Donc dans l'idée, ça fait penser à la FMF d'AMD, qu'on avait déjà essayé sur la chaîne, la FMF que personnellement je trouvais sympathique dans certains cas, mais qui avait pour moi un énorme défaut, à savoir que quand on bouge un petit peu trop vite la caméra, quand on bouge trop vite sa souris, la FMF se désactive, ce qui fait que quand on joue à des jeux relativement nerveux au clavier souris, les FPS ont tendance à faire le yo-yo, ce que je trouve hyper désagréable, voire rédhibitoire dans mon cas. Alors, je comprends qu'AMD ait choisi de procéder de la sorte pour tenter de maintenir la qualité d'image, mais au final, comme on va le voir aujourd'hui, c'est un petit peu contre-productif à mon goût. Alors, le Frame Generation, pour rappel, c'est de l'interpolation. On rajoute une image générée par un algorithme entre deux images classiques. L'intérêt, c'est d'apporter une sensation de fluidité à l'image, ce qui donne l'impression qu'on a un niveau de framerate plus élevé que quand il n'est pas activé. La contrepartie, c'est que le Frame Generation ne vient pas de nulle part. Pour ajouter des frames entre deux autres, ça demande un temps de calcul et aussi de retenir l'image suivante, ce qui fait qu'on augmente la latence et donc la réactivité du jeu, ce qui rend celui-ci inutile, voire contre-productif pour les jeux compétitifs par exemple. Et l'autre gros problème de la techno, c'est qu'évidemment, la frame rajoutée est une approximation des deux images normales, donc la qualité des frames générés n'est pas toujours parfaite, loin de là, ce qui fait que pour que le Frame Generation fonctionne au mieux, il vaut mieux avoir un framerate de base déjà relativement élevé, puisque le Frame Generation, pour passer de 30 à 60 fps, c'est pas recommandable à mon goût, non seulement pour la qualité d'image, mais aussi pour la latence, puisque même si on a l'impression d'avoir plus de fps en activant le Frame Gen, la réactivité du jeu, elle reste la même qu'à 30 fps, ce qui fait qu'on n'a qu'une seule partie du pourquoi on cherche à avoir plus de fps dans les jeux, à savoir une image plus fluide, mais aussi plus de réactivité. C'est la même chose au niveau de la qualité d'image, si on passe de 60 à 120 fps avec le FrameGen, les frames générés en plus passent plus inaperçus à l'écran, puisqu'elles restent affichées moins longtemps, et en plus, il y a moins d'écart entre chaque frame au niveau de ce qui est affiché quand on part de 60 plutôt que de 30, ce qui fait qu'au final on voit moins les artefacts à l'écran. Du coup, la question qui revient souvent c'est à quoi ça sert le Frame Generation s'il faut déjà avoir environ 60 fps de base, vu que pour beaucoup de monde 60 fps c'est déjà suffisant. Alors oui, l'intérêt c'est surtout d'aller chercher les hauts taux de rafraîchissement si votre moniteur le permet. Si vous avez un moniteur avec 120 Hz et plus, il n'y a parfois que le Frame Generation qui permet d'y arriver si votre GPU ne sort qu'environ 60 fps à la base. Pareil, je dirais dans les jeux qui sont fortement limités par les performances de votre processeur, ou si votre processeur est assez ancien par exemple, le FrameGen peut permettre d'aller chercher un niveau de fluidité plus important que ce que vous auriez sans lui. Mais là aussi, il vaut mieux avoir un moniteur qui permette d'afficher du 120 Hz et plus pour que ça ait un intérêt. Donc selon les scénarios, c'est vrai qu'avoir l'accès au Frame Generation, ça peut être utile ou pas, mais on est bien d'accord, tout le monde n'aimera pas le rendu,
ou le résultat clavier souris à la main. C'est souvent assez personnel, hein, comme avec tout type de technologie d'affichage, ce sont des compromis qu'on peut apprécier ou pas. Sinon, un des intérêts du frame generation de Lossless Scaling, c'est que celui-ci fonctionne avec quasiment toutes les API, que ce soit DirectX, OpenGL ou Vulkan, là où la FMF chez AMD est limitée à DirectX 11 et 12. Et pour les cartes d'NVIDIA, vu qu'il n'y a pas d'AFMF, c'est la seule solution du type en dehors des modes qui rajoutent le frame generation. Et l'intérêt de Lossless Scaling par rapport aux modes, c'est qu'il n'y a pas besoin de bricoler les fichiers des jeux, même si le rendu final n'est pas forcément aussi bon que certains modes. Il y a du pour et du contre. Le mieux restera toujours une implémentation native de cette technologie, puisqu'avec Lossless Scaling, tout comme avec la FMF, on retrouvera le même type de défaut, vu que celui-ci n'a pas accès aux informations du moteur des jeux, type Motion Vector ou Optical Flow. Ça fait que le résultat final est moins bon au niveau de la qualité d'image qu'une implémentation native. Pareil, certains éléments de l'interface à l'écran auront aussi des problèmes, puisque le FrameGen intervient sur l'image entière, puisque le programme ne sait pas ce qui fait partie de l'interface ou pas. Là où une implémentation dans le jeu permet d'éviter ce désagrément, tout comme les modes également quand ils sont bien faits. Et aussi, tout comme avec la FMF, il vaut mieux caper les FPS des jeux de manière à ce que le FrameGen arrive au taux de rafraîchissement maximum de votre écran pour avoir le meilleur ressenti possible. Donc bref, une fois qu'on a dit ça, pour son frame generation, Lossless Scaling utilise apparemment un algorithme maison, et la grande nouveauté depuis la version sortie hier, c'est que le programme permet de faire du frame generation en x2, mais aussi en x3, à savoir que l'on a le choix de rajouter non pas juste une frame interpolée entre deux autres, mais deux frames interpolés entre deux frames classiques, ce qui du coup permet de multiplier les performances par 3. Alors, les développeurs indiquent que niveau latence, l'impact est nul vis-à-vis du x2, ce que je peux pas confirmer, puisque j'ai pas les outils pour le mesurer. Par contre, le coût en ressources du mode x3 est 1,7 fois plus important que pour le x2, ce qui est plutôt logique, c'est plus gourmand bien évidemment. Donc si par exemple vous aviez 60 fps tout juste avec votre carte sans activer le FrameGen, le fait d'activer celui-ci fera sûrement baisser les perfs de base de votre carte en dessous des 60. Ce qui est important de garder à l'esprit quand on utilise ce type de techno post-process, il faut mieux se garder un petit peu de marge pour se dire j'ai besoin d'avoir 55 fps de base absolument qui bouge pas. Alors les développeurs indiquent que le framerate minimum pour utiliser la technologie en 1080p c'est 30 fps et 40 en 1440p. Personnellement, je trouve que le grand minimum c'est plus aux alentours des 50, que ce soit en 1080 ou en 1440p. Je trouve qu'en dessous de ça, le ressenti à l'utilisation est vraiment pas très bon, surtout si c'est pas stable. Et en plus de ça, au niveau de la qualité d'image, je trouve que c'est pas non plus très optimal. Le frame generation, ça fonctionne de mieux en mieux, au plus vos FPS de base sont élevés. C'est vrai qu'à 30, pour moi, c'est vraiment pas bon, même en 1080p. Je sais pas pourquoi ils ont fait cette distinction-là, mais en ce qui me concerne, moi c'est 50, après peut-être que certains d'entre vous trouveront ça tout à fait correct à partir de 30. Après, ça vous regarde. Donc bref, on va aller voir maintenant ce que ça donne dans les jeux, pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors, on commence avec Ghost of Tsushima, c'est intéressant ce jeu-là parce qu'il a déjà le FSR Frame Generation de base dans le titre, donc on peut tester celui-ci, on pourra aussi tester la FMF, et on pourra aussi tester forcément le FrameGen de Lossless Scaling. Alors, déjà de base, le jeu avec une 7900 XT ici tourne très bien en 1440p détail élevé, on est au-dessus des 150 fps, la plupart du temps, si j'ai envie d'atteindre les 165 Hz de mon écran, j'ai juste activé l'upscaling par exemple, et ça fera le taf. Et je peux juste jouer comme ça, c'est très suffisant aussi. Mais si j'avais une machine un petit peu plus ancienne, et que je voulais atteindre les 165 Hz, un GPU moins puissant, il faudrait que je fasse des concessions un petit peu plus importantes, ou je peux activer le Frame Generation. Donc là, j'ai activé le Frame Generation dans le titre, on voit que maintenant je suis passé dans les 200 FPS. Alors effectivement, ça fait plus de FPS, on est maintenant au-dessus du taux de rafraîchissement de l'écran. Si j'avais envie, je pourrais aussi limiter les FPS à 165, c'est probablement ce qui offrirait le frame time le plus stable en jeu, et c'est la meilleure chose à faire la plupart du temps. Donc on peut faire ça, donc du coup là j'ai limité à 164 Hz, 164 FPS pour dire d'être juste en dessous du taux de rafraîchissement maximum de l'écran, et on voit que du coup ça permet aussi de gagner un petit peu sur l'efficacité énergétique, puisqu'on a baissé la consommation d'environ 40 watts, ce qui est plutôt pas mal, et on a de très très bonnes performances. Alors, au niveau de la qualité d'image, comme d'habitude avec le Frame Generation, c'est un compromis encore différent de l'upscaling. Il y a des avantages et des inconvénients.
Ce qu'on peut noter, c'est qu'au niveau de ce qui se passe autour du personnage, quand on bouge la caméra, on voit qu'il y a un petit peu comme du ghosting. Ça, c'est ce qu'on appelle de la désocclusion. Et c'est pas parfait, mais ça apparaît déjà, même sans le frame generation. On va dire que ça l'amplifie juste un petit peu avec le frame gen, mais dans l'ensemble, c'est très correct. La qualité d'image est plutôt bonne, et je dirais que ça a toujours été le cas avec le frame generation, même celui d'AMD, il est très correct. Le plus gros problème du frame gen d'AMD, c'était la partie upscaling qui était obligatoire jusqu'à Ghost of Tsushima. Après on verra dans les autres jeux, mais sur ce jeu-là, on n'est pas obligé d'utiliser le FSR. Du coup, la qualité d'image est plutôt bonne. Au niveau de la réactivité, c'est très correct, mais comme on partait d'un très haut taux de FPS de base, c'est pas surprenant non plus. Et si je bouge ma souris assez rapidement comme je le fais là, on voit que les FPS restent les mêmes, ce qui sera pas le cas avec la FMF. Donc dans l'ensemble, le frame generation qui est inclus dans les jeux, c'est ce qui offrira la plupart du temps la meilleure expérience. Puisque là, le FrameGen a tous les éléments du moteur pour offrir la meilleure qualité d'image possible. Donc on va maintenant passer à la FMF pour voir ce que ça donne. Alors pour activer la FMF, je désactive le FrameGen du titre, on retombe donc aux alentours des 140 FPS, on enlève ensuite la limite de FPS qui était à 164 pour passer à 82, puisque là quand on va activer la FMF, ça marche de la manière inverse. On doit diviser les FPS de base par 2, pour qu'avec la FMF, on arrive à 164. Hop. Donc là, on a 82 FPS de base. Et si j'active la FMF, hop, là, maintenant, ça monte à 164. Donc au niveau des performances, on retrouve un petit peu ce qu'on avait quand on avait limité les FPS avec le FSR FrameGen. Au niveau de la qualité d'image, quand on bouge pas beaucoup, c'est très similaire, la qualité d'image est correcte. Par contre, on peut déjà voir tout de suite qu'autour du personnage, les artefacts sont beaucoup plus marqués qu'avec le FSR FrameGen du jeu. Donc la qualité d'image est forcément moins bonne. Et même au niveau de ce qui est affiché derrière, on peut aussi noter que c'est un petit peu moins stable dans l'ensemble. Mais ça reste plutôt convenable pour du FrameGen. Je dirais, rajouté en post-process, ça reste plutôt convenable. Les performances sont plutôt correctes, par contre, le gros problème de la FMF, c'est que comme on le voit ici, quand je fais un demi-tour, on voit que les performances chutent. Et dès que je bouge la souris un petit peu, ça descend plutôt fortement. Alors, quand on fait que se promener dans la nature et tout ça, ça marche plutôt correctement, mais c'est vrai qu'en combat, quand on se déplace un peu vite, quand on bouge la caméra, tout ça, c'est tout de suite beaucoup plus gênant, puisque les FPS font le yo-yo, et c'est hyper désagréable. Donc c'est pour moi ça la grande faiblesse de la FMF. Et là, comme on va le voir juste après, le lossless scaling n'a pas ce problème. Donc dans l'ensemble, au niveau de la qualité d'image, c'est un ton en dessous vis-à-vis d'une implémentation native du Frame Generation, ce qui est plutôt logique. Et en plus de ça, on a ce problème de chute de FPS, quand on bouge un petit peu trop rapidement la souris, qui reste une interrogation pour moi de la part d'AMD. Je comprends toujours pas trop pourquoi ils ont fait ça. C'est soi-disant pour conserver une qualité d'image correcte, mais quand on bouge la caméra rapidement, de toute façon, c'est pas dramatique si c'est pas parfait. Alors du coup, pour le lossless upscaling, comment ça fonctionne? C'est très similaire à la FMF, à savoir que quand on va Alt Tab avec lossless upscaling, au niveau de l'interface, comme on le voit ici, on peut choisir entre le FrameGen 2.1 ou 1.1, il y a aussi une version 2.0, apparemment le 2.1 ne fonctionne pas bien pour tout le monde, chez moi ça fonctionne correctement. On a le choix du coup entre le mode x2 et le mode x3, et on va regarder le mode x3 après, on va commencer avec le x2. Mais en dehors de ça, ça fonctionne sur la même idée que la FMF, à savoir qu'on va laisser les FPS capés à 82 pour arriver à 164 Hz, juste en dessous des 165 de mon écran. Ce qui devrait permettre d'avoir le meilleur rendu possible, la meilleure sensation de fluidité, et le plus stable également. Du coup, on doit aussi enlever l'overlay d'AMD, puisque les overlays avec le lossless scaling, ça peut faire bugger un petit peu le rendu, et ça peut aussi amoindrir les performances du truc. Donc là, on l'a désactivé. On va du coup lancer le scaling avec le lossless scaling. Il y a un décompte qui se met en route. On retourne sur la fenêtre du jeu, et là, on devrait voir apparaître en haut à gauche, voilà. Donc là, on voit que les FPS sont autour des 160-165. Au niveau du rendu, comme d'habitude, quand on bouge pas, ça se passe bien.
Si on tourne la caméra autour du personnage, bon, on peut voir qu'il y a des artefacts peut-être un petit peu plus prononcés que la FMF même, et clairement plus prononcés que le frame generation du jeu lui-même. Malgré tout, je dirais qu'en action, si on fait pas trop gaffe à ça, c'est pas si mal que ça. Sinon, au niveau de ce qui se passe au niveau de l'environnement, ça se maintient pas trop mal. Les performances paraissent relativement stables. Il y a peut-être quelques à-coups de temps en temps du micro-stutter, donc c'est pas parfait, mais c'est clairement plus fluide que les 89 FPS. Donc le mode x2 fonctionne plutôt bien, et le gros avantage ici par rapport à la FMF, c'est que si je bouge la caméra très rapidement, on reste aux alentours des 160 FPS, l'algorithme continue de fonctionner, ce qui est beaucoup plus agréable que la FMF qui se coupe. Donc c'est vrai que rien que pour ça, pour moi, le lossless scaling est plus agréable à l'utilisation. Même si la qualité d'image est peut-être légèrement moins bonne, moins précise, avec plus de choses qui partent en cacahuète, mais ça reste plus agréable à l'utilisation. Et pour moi, c'est peut-être limite un petit peu plus important que la qualité d'image qui se maintient un petit peu mieux dans le cadre d'un frame-gen en post-process, dont on sait que ce sera pas parfait de toute façon. Mais bon, c'est vrai que c'est plutôt correct au final. On pourrait s'attendre à pire. Je m'attendais à pire, je dirais. Donc c'est plutôt une bonne surprise, même si bien évidemment on n'est pas sur la qualité d'image d'un affichage natif. Mais si on a besoin de cette fluidité en plus, ou qu'on apprécie ce type de compromis au niveau de l'affichage, bon, c'est une solution correcte, même si oui, sur Ghost of Tsushima par exemple, on va forcément plus utiliser le FrameGen qui est directement intégré dans le jeu, c'est la meilleure chose à faire. On va tester malgré tout le mode x3 pour voir ce que ça donne. Alors pour le mode x3, du coup pour arriver à 165 Hz, on va caper les FPS à 55. 55 x 3, 165, champion de maths. On passe en mode x3, on remet le truc en route. Hop, donc là on est à 55 FPS de base, et quand ça va s'activer, voilà. Du coup, on passe à 165 Hz. Ce qu'il est important de noter aussi, c'est que déjà d'emblée, la qualité d'image devrait être moins bonne qu'en x2. Déjà parce qu'on a diminué le framerate qu'on envoie vers l'algorithme. On est passé à 55 FPS de base. Donc déjà rien que là-dessus, l'algorithme a moins de frames qu'avec 82 FPS. C'est logique. Là en plus, on rajoute 2 frames intermédiaires, donc la qualité d'image sera forcément moins bonne. Ce qui veut dire aussi que le FrameGen x3, en réalité, pour avoir le meilleur résultat possible, il vaut mieux avoir un écran avec un taux de rafraîchissement très élevé. Un 240 Hz ou même plus, ce serait un petit peu plus adapté, je dirais, pour atteindre le taux de rafraîchissement de l'écran. Et oui, du coup, la qualité d'image est moins bonne. Là, c'est très très apparent au niveau de ce qui se passe autour du personnage. On voit que même au niveau du casque, ça... Bon, c'est pas stable, c'est pas net. Mais en dehors de ça, au niveau de l'environnement, c'est pas si mal que ça. Alors c'est pas parfait, c'est un petit peu plus brouillon que le FrameGen, je dirais, du jeu normal, ou que l'affichage natif. Et même par rapport au x2, c'est moins bon. Mais c'est pas si mal que ça. En dehors du personnage, c'est vrai que du coup, sur un jeu avec une vue FPS, je dirais, ce serait peut-être un petit peu moins gênant, puisqu'on voit pas son personnage tout le temps. Donc c'est vrai que selon les jeux, l'effet peut être plus ou moins agréable. Donc les jeux à la troisième personne, comme c'est le cas ici, là du coup on voit souvent les artefacts. Mais c'est vrai que je m'attendais à bien pire au niveau du rendu. Pour du FrameGen x3, c'est pas si dégueulasse. Alors, c'est loin d'être parfait. Mais c'est vrai que bon, si par exemple votre carte graphique n'envoie qu'environ 50-55 FPS maximum, de pouvoir multiplier la fluidité, ça peut être intéressant dans certains scénarios. Mais c'est vrai que avec un écran 120 Hz par exemple, ce serait peut-être pas aussi bien, puisque pour un écran 120 Hz, on devrait partir de 40 FPS de base. Et ce serait peut-être un rendu moins bon. Pareil, un écran 100 Hz, ce serait encore moins bien. Donc c'est vrai que pour le x3, je pense qu'il faut vraiment avoir un écran très très rapide et avoir un taux de FPS déjà plutôt correct de base pour avoir quelque chose de vraiment meilleur au niveau de la qualité d'image. Mais c'est vrai que même en dehors de ça, dans certains scénarios, ça peut être intéressant. Mais oui,
la qualité d'image en a pris un coup. Bon, intéressant, on va essayer un autre jeu pour voir. Alors on enchaîne avec The Last of Us Part 1, ce qui est intéressant ici aussi, ben, c'est un petit peu comme sur Ghost of Tsushima, on a le FSR 3, donc on pourra essayer un petit peu, pour voir comment ça se passe avec le FSR 3 FrameGen classique, la FMF, et ensuite le Lossless Scaling Frame Generation. Donc là on est en natif, pas d'upscaling, on est avec le FSR AA. 103 fps de base. Bon, on n'est pas au 165 Hz, on va activer le Frame Generation du jeu, pour voir un petit peu comment ça se passe. Hop, Frame Generation, on active. Voilà, donc là les performances augmentent pour aller à plus de 170, donc autour des 180, 190 dans l'ensemble. Voilà, on a gagné pas mal en performance, comme tout à l'heure. On peut aussi limiter les performances à 165 fps ou 164 pour dire d'être juste en dessous du taux de rafraîchissement et peut-être aussi éviter le tearing. Alors 164 fps, hein, c'est stable, c'est plutôt pas mal, et ça marche plutôt bien hein. Au niveau de la qualité d'image, pas grand chose à redire, c'est plutôt correct. Au niveau du temps de réponse, bah, ça me paraît convenable, il n'y a pas de bug majeur à l'écran. Au niveau de la réactivité, même à la souris, ça se passe plutôt bien. Et on perd pas de FPS. Au niveau de ce qu'on voit là avec le réticule, ou en bas à droite avec les munitions, pas de bug d'affichage. Du coup, on va désactiver le FrameGen. Hop. Hop. On rechange le taux de rafraîchissement, on met un cap à 82 puisqu'on va activer la FMF. Et là, hop, on met la FMF en route et on retombe à 164 fps. Alors, au niveau de la qualité de rendu, bon, de prime abord comme ça paraît correct. Mais c'est dans les mouvements un petit peu plus brusques que ça risque de changer un petit peu plus. Mais dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Par contre, on voit qu'autour de Joël, hein, autour du personnage, ici encore, on a des petits artefacts. On a un peu comme du ghosting qui apparaît, ce qui n'était pas le cas avec le FrameGen normal du jeu, le FrameGen natif. Donc déjà là, au niveau qualité d'image, encore une fois, hein, comme sur Ghost of Tsushima, avec la FMF, c'est moins bon, ce qui est logique. L'algorithme n'a pas toutes les informations nécessaires, donc il y a forcément des choses qui sont pas au taquet. Au niveau de ce qui est du réticule et du HUD hein, dans l'ensemble, on voit qu'il y a des petits bugs en bas de temps en temps, ça se déchire un peu, mais ça se maintient pas trop mal. Par contre, on voit aussi que le FPS, quand je bouge comme ça fait le yo-yo hein, depuis tout à l'heure, donc ça c'est encore une fois pas parfait du tout. Ça je suis vraiment pas fan, et c'est vraiment la grosse faiblesse de la FMF. Alors on passe maintenant sur le FrameGen de Lossless Scaling en mode x2, donc ça marche comme la FMF, 82 fps au niveau de la limite, pour arriver à 165, on active le truc, et quand ça va être activé, eh bien on va voir apparaître en haut à gauche, voilà, le compteur de FPS. Alors, ce qu'on peut noter, bon, c'est qu'au niveau de ce qui se passe autour de Joël, on a aussi des artefacts, tout comme avec la FMF, c'est peut-être un poil encore un petit peu plus prononcé que la FMF ici, puisqu'on voit qu'au niveau de l'arme, il y a des petits scintillements qui apparaissent de temps en temps, donc c'est pas parfait. Mais bon, ça on s'en doutait. Sinon, en dehors de ça, bon, c'est pas si mal que ça. Au niveau de la sensation de fluidité, il y a des micro-stutters de temps en temps malgré tout. Donc c'est pas non plus totalement parfait. C'est utilisable, on va dire. L'avantage, hein, c'est que quand on bouge la souris assez rapidement, évidemment, par rapport à la FMF, ici on n'a pas de baisse de FPS. Donc dans l'ensemble, je dirais si on joue à la manette ou au clavier souris, c'est plutôt sympa. Bon là il y a eu un petit ralentissement, ça se verra peut-être pas en vidéo. Sinon au niveau du réticule, bon je pense que ouais, de temps en temps on voit des petits défauts qui apparaissent, très très légers. Pareil en ce qui concerne le compteur de munitions en bas à droite, c'est pas non plus horrible, même s'il y a de temps en temps quelques petits défauts. Donc bon, c'est un petit peu comme avec Ghost of Tsushima, c'est pas parfait, c'est pas trop mal. On va dire que ça pourrait être aussi bien pire.
C'est vrai qu'encore une fois, hein, pour une solution de FrameGen en post-process, ben ça reste plutôt correct. On va passer en mode x3 pour voir ce que ça donne. Alors pour le mode x3, on a capé les FPS à 55, encore une fois, pour faire 3 x 55. Comme je le disais sur Ghost of Tsushima, le problème quand on fait ça, ben, c'est que déjà de base on aura une moins bonne qualité d'image qu'en x2, puisqu'on envoie moins de FPS par défaut vers l'algorithme. Donc le mode x3, c'est vrai que c'est quand même un petit peu plus adapté pour des écrans peut-être plus rapides. Malgré tout, bon, ça fonctionne. C'est vrai que l'effet est pas si mauvais que ça. On arrive donc aux 165 FPS, hein, entre 55 et 165, on sent clairement la différence au niveau fluidité. Le temps de réponse est pas trop mal, par contre on voit très clairement, il y a beaucoup plus d'artefacts qu'en x2 autour de Joël. Là c'est vraiment beaucoup plus marqué. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, sur ce qui se passe autour, ben ça se maintient pas si mal que ça. C'est pas parfait bien évidemment, et ça le sera jamais. Mais bon, ça peut être un compromis intéressant hein, au niveau graphisme. Et c'est vrai qu'on a quand même un gros gain de sensation de fluidité, même si l'image n'est pas parfaite. Au niveau des artefacts, ouais, là, au niveau du réticule, ça se voit aussi beaucoup plus. Et au niveau du compteur de munitions, bon, c'est pas si mal que ça, mais c'est aussi pas parfait non plus. Alors on enchaîne avec un jeu totalement différent, Star Citizen. Ce qui est intéressant avec Star Citizen, ben, c'est que c'est un jeu un petit peu atypique. Déjà, ben, parce qu'il est toujours en alpha, et comme il est très mal optimisé encore à l'heure actuelle, ben, il est très dépendant des performances processeurs. On a un gros bottleneck processeur sur le titre, puisque comme on peut le voir ici, au niveau utilisation GPU, ben, on est toujours quasiment en dessous des 80%. Donc, en dehors d'avoir un processeur beaucoup plus performant, et on n'a pas vraiment qui permettent de faire beaucoup mieux à l'heure actuelle qu'un 7800 X3D sur le jeu, ben, la seule manière d'avoir des perfs en plus, c'est de passer par le Frame Generation. Alors le jeu n'a pas de Frame Generation inclus. Dernièrement, ce qui est intéressant aussi, ben, c'est qu'il a été patché pour ajouter le render Vulkan, et le jeu tourne mieux dans l'ensemble par rapport à auparavant, il y a moins de stutter et tout ça. Et il y a aussi eu des upscalers de rajouter. Il y a maintenant accès au DLSS, au FSR et au TSR. Alors c'est pas le TSR de l'Unreal Engine 5, hein, c'est le TSR de Star Citizen. Je sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça. Mais le problème, c'est que si on active un upscaler, on gagne rien au niveau des performances puisqu'on est déjà limité par les performances du processeur. Et l'autre problème, entre guillemets, eh bien, c'est que la FMF ne fonctionne pas sur ce jeu-là, tout simplement parce qu'on passe là par Vulkan, et la FMF, ça fonctionne qu'avec DirectX 11 et DirectX 12. Donc, pour activer le Frame Generation, eh bien, on repasse sur la fenêtre de Lossless Scaling, on est déjà en x2, par contre, ici, on va pas bloquer les FPS, tout simplement parce que déjà de base, on n'arrive pas au 82, donc ça n'a pas vraiment de sens de bloquer, et on verra bien ce que ça donne. Du coup, hop, on va lancer l'upscaling. Parce que je vois que déjà de base on tourne aux alentours des 50 et on va aussi couper l'overlay d'AMD puisque ça a tendance à faire bugger le frame generation. On va le relancer du coup et ça devrait aller. Alors, hop, donc là ça s'est mis en route. Alors c'est plus fluide, mais c'est pas parfait. Le gros problème sur ce jeu là, c'est aussi que les performances sont pas très stables tout le temps. Pour autant, c'est quand même plus fluide qu'auparavant. C'est un petit peu mieux de ce côté-là, mais c'est pas parfait. On peut voir aussi qu'au niveau de l'interface, au niveau de la minimap particulièrement, on a des petites coupures de temps en temps, mais c'est pas trop méchant, je dirais. C'est utilisable. Et dans l'ensemble, bon. Alors je sais qu'en vidéo ça rendra pas la même chose que ce que je vois moi, mais c'est clairement plus fluide que le Star Citizen classique, on va dire. Donc c'est pas trop mal. Même si je suis pas persuadé qu'on ait vraiment une fluidité type 160 FPS ici. Hein. Il y a clairement... c'est clairement pas à ce niveau-là, au niveau du ressenti. Donc c'est pas parfait du tout, mais c'est plus fluide que les 50-60 FPS de base que j'avais sans le Frame Generation. Donc au niveau du rendu, c'est pas trop mal. En dehors des petits bugs au niveau de la minimap qui sont très légers, c'est plutôt agréable. C'est vrai qu'à choisir, pourquoi pas jouer comme ça. On va essayer le mode x3 pour voir ce que ça donne. Upscale,
Bon alors là par contre je vais mettre la limite à 55, puisque les 55 FPS on est arrivé de temps en temps. Donc pour un souci je dirais de stabilité, on pourrait peut-être même 50 pour voir un petit peu ce que ça fait. Ça permettra peut-être d'avoir quelque chose de plus stable et de fluide et agréable. Hop, on devrait arriver du coup à 150. On voit que ça passe un petit peu au-dessus au niveau de... puisque le lossless scaling essaie quand même d'arriver à 165. Bon, on voit au niveau de la minimap en haut, hein, il y a beaucoup plus de bugs. C'est beaucoup moins fluide. Ça se déchire beaucoup plus, mais je dirais que c'est pas non plus la catastrophe. Au niveau du texte du chat, on voit que ça se casse de temps en temps, hein, l'image n'est pas parfaite. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, ben c'est quand même pas mal. Hein. C'est plutôt fluide, ça reste agréable. Et c'est vrai que ben, ça offre un rendu beaucoup plus fluide que le Star Citizen classique. Hein. C'est impossible d'avoir ce niveau de fluidité normalement à cet endroit-là dans le jeu. Donc c'est vrai que si j'étais un gros joueur de Star Citizen, ben le lossless scaling, ça pourrait être intéressant. Alors après je sais pas du tout ce que ça donne en vidéo, mais pour moi ici ben, c'est plutôt pas mal hein, au niveau du rendu. Donc agréablement surpris. C'est pas parfait, mais dans un jeu où on est autant limité par le processeur, ben, ça peut être intéressant. Et c'est vrai que ben, c'est plutôt sympa de voir ce qu'il est possible d'obtenir ici. Alors au final, ben, je trouve que ce frame generation de lossless scaling est plutôt sympatoche, hein, pour ce que c'est, évidemment, hein, c'est pas une solution parfaite, elle a des avantages et des inconvénients, mais pour du frame generation software en post-process, ben, c'est plutôt correct, et pour certains usages ou situations, ben, ça peut servir. Alors personnellement, je préfère celui-ci à la FMF, hein, rien que parce que ça évite d'avoir le framerate qui varie, et c'est vrai qu'au niveau qualité d'image et ressenti, pour moi c'est un avantage majeur, en plus de pouvoir fonctionner sur tout type de hardware et de software, puisque la FMF, ben, ça fonctionne que pour les cartes d'AMD, et c'est vrai que pour l'instant chez Nvidia, on n'a pas de solution similaire. Donc c'est vrai que là, si vous avez une RTX 3000 ou 2000, c'est vrai que ce frame generation avec le C-scaling, ça peut être intéressant. Et pour une petite boîte de dev, ben, je trouve que le rendu est vraiment plutôt convaincant, même si oui, ça reste du frame gen en post-process, avec aussi ben, les faiblesses du frame generation habituel, en plus du fait que celui-ci n'est pas les infos fournies par le moteur. La qualité d'image reste moins bonne qu'une implémentation native, quoi qu'il arrive. Donc est-ce qu'il faut acheter celui-ci? Bon, ça coûte 7 € sur Steam, ce qui est plutôt raisonnable vu le travail des devs. Après, est-ce que ça les vaut? Difficile de répondre pour vous. Au final, hein, en ce qui concerne le rendu et le ressenti, tout ça, l'outil propose des compromis qu'on pourra apprécier ou pas, mais ça propose, je dirais, un panel d'upscaler et de framegen assez facilement utilisables qui peuvent fonctionner dans les jeux, ou aussi pour les vidéos en fait. Et l'intérêt du programme dépend surtout de votre usage et votre matos, ou des jeux auxquels vous jouez aussi. Si j'étais un gros joueur de Star Citizen par exemple, il y a des chances que j'utiliserais celui-ci quasiment tout le temps, juste parce que c'est le seul moyen d'atteindre ce type de fluidité sur le jeu. Et sur certaines machines, ça peut aussi rallonger un petit peu la durée de vie de votre matos si le rendu vous satisfait. Et j'espère aussi que les devs continueront d'améliorer ce programme par la suite, même si j'ai pas de gros doutes sur le fait qu'ils le fassent, puisque ça fait déjà plusieurs années que celui-ci existe, et qu'il continue d'être développé, et qu'il rajoute des fonctionnalités, comme c'est le cas ici. Et puis voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour aujourd'hui. Alors comme toujours, si vous avez apprécié la vidéo et que vous voulez donner de la force à la chaîne, les machins de YouTube, c'est débile, mais ça aide. Et puis aussi un énorme merci à tous les contributeurs de la page Ko-fi qui me soutiennent directement. La chaîne survit aussi en grande partie grâce à vous. Donc merci aux plus anciens comme aux nouveaux, ça m'aide vraiment beaucoup. Et puis sinon, on se retrouve aussi très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Salut!